bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Le retour des champions, Vahine Fierro et Kaoli Vast, au lendemain de leur sélection au JO. Nos deux surfeurs vont pouvoir souffler quelques semaines avant de reprendre leur préparation olympique. Le bilan du président Broderson après une semaine de rencontres à Paris. Dans une interview accordée à Lucille Guichet, il fait le point sur l'avenir institutionnel de la Polynésie française. La Fédération générale du commerce a déposé un recours contre l'arrêté qui fixe la liste des produits de première nécessité. Pour les commerçants, le sucre, le rhum steak ou le thon rouge ne doivent pas figurer parmi les PPN. C'est l'un des sujets que nous aborderons avec notre invité Yvan Odona, président de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Il est aussi directeur général de l'IEOM. Enfin, nous irons du côté de Papeari pour le deuxième volet de la Te Aito. Depuis le lancement du nouveau concept, de nouvelles courses ont vu le jour. Ce matin, c'était les courses entreprises et Parava'a. Les deux champions, Vahine Fierro et Kaoli Vast, sont rentrés à Tahiti ce matin avec leur ticket en poche pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 à Te Ahupu'o. Les athlètes ont retrouvé leurs amis, leurs familles ainsi que les membres de la Fédération tahitienne de surf et du comité olympique. David Chang était à l'aéroport pour assister à cet accueil chaleureux. Retour au bercail pour les deux Tahitiens qui représenteront la France au JO l'an prochain, après 5 mois à l'étranger pour Kaoli et 1 mois et demi pour Vahine. Je m'attendais à un peu moins de rythme, mais là, ils ont vraiment tout donné. Ça se voit qu'il y a beaucoup de joie, beaucoup de fierté, et puis c'est le meilleur accueil au monde. Le long voyage de ces deux enfants du Fénois s'est terminé en beauté. Ils ont mené une bataille rude au Salvador contre leurs homologues européens et ont terminé meilleurs du continent malgré la pression. Forcément, tous les jours, tous les soirs, tous les matins, la veille de la compétition, tu penses à ça, tu penses à être le dernier. Et voilà, énormément de pression parce qu'à chaque fois, tu te dis ok, ça passe. J'espère que demain, ça va passer. Et voilà, et c'est passé jusqu'à ce que j'ai eu ma place. Le moment de retrouver leurs proches, parents, frères et sœurs qui leur ont fourni un soutien moral sans faille durant ces championnats du monde ISA. On y croyait depuis le début, mais bon, on savait que ça n'allait pas être facile. Et on a vraiment ressenti le mana, c'était dans l'air. On avait toutes nos chances de pouvoir se qualifier et on l'a fait ensemble, donc c'est vraiment magnifique. La question des JO est posée. Avec une 2e et une 5e place à la Tahiti Pro l'an dernier, tous les espoirs sont permis. Hiraterin Atofa, le coach de l'équipe de France, a une lourde tâche, celle de préparer deux surfeurs qui connaissent la vague de Te Ahupu'o par cœur. On l'a bien vu sur les épreuves du World Tour qu'ils se sont bien imposés également et ils ont vraiment l'habitude de surfer ici. Vahine et Kaoli vont profiter de ces quelques semaines de repos avant de reprendre leur préparation et le chemin des compétitions. Les Jeux Olympiques, justement, au cœur des discussions entre le président de la Polynésie et la maire de Paris, Anne Hidalgo. Moetai Broderson a été accueilli jeudi à l'hôtel de ville. La veille, il avait rencontré le chef de l'État, Emmanuel Macron. Quel bilan le président polynésien fait-il de ce séjour parisien? On retrouve Lucille Guichet et Heidi Yenko sur place. Oui, Cybèle, la semaine parisienne du président Moetai Broderson s'achève avec une série de rencontres dans différents ministères et avec le président de la République mercredi après-midi. Moetai Broderson, bonsoir. Alors après la Corée du Sud et maintenant les ministres et le président de la République, quel chemin va prendre l'avenir institutionnel de la Polynésie? Alors, un chemin serein, j'en ai discuté longuement avec le président. Il y a des changements qui vont intervenir dans, je pense, la position de la France sur le sujet. Le président s'est montré ouvert à la discussion et au débat. On a discuté à la fois des deux voies, c'est-à-dire la voie du débat institutionnel qui va s'instaurer bientôt au départ pour la Nouvelle-Calédonie, mais dans lequel l'ensemble des Outre-mer va venir un peu s'insérer, y compris la Polynésie. Nous avons deux points essentiels je dirais, dans ce débat institutionnel, c'est celui de la citoyenneté et également une volonté d'élargir les possibilités de nos relations internationales dans notre bassin régional, c'est-à-dire de pouvoir, au moins au plan commercial, pouvoir faire ces négociations internationales dans notre bassin.
Ça, ce seront, je pense, les 2 points sur ce débat institutionnel. Et ensuite, il y a le processus d'autodétermination, de décolonisation, on appelle ça comme on veut, qui lui se négocie avec les Nations Unies, où on a une position de la France, je l'ai dit, je le répète, qui n'est pas tenable depuis 2013, depuis la réinscription. Et donc sur ce sujet-là, je pense qu'il y aura une modification de la ligne de conduite de l'État. Clairement, le dialogue n'est plus le même entre le président indépendantiste et l'État français que depuis 2004. Oui, alors d'abord, je pense que l'État a compris que, avant d'être le président indépendantiste, je suis le président élu de la Polynésie et le président de tous les Polynésiens. Donc je ne suis pas là que pour défendre les dossiers indépendantistes, je suis là pour défendre les intérêts des Polynésiens. Ensuite, les hommes ont changé de part et d'autre par rapport à 2004. La situation est différente et il faut s'en féliciter. L'autre gros dossier, c'est le nucléaire, le statut de victime du nucléaire à la CPS, l'indemnisation forfaitaire éventuellement. Tout ça, ce sont des choses qui permettraient de clore ce chapitre où la dette environnementale aussi, elle compte toujours pour vous. La dette environnementale, pour moi, elle est toujours là. J'ai toujours cette inquiétude que j'avais exprimée dans un courrier au président de la République à l'époque en tant que député et que j'avais remis dans ma proposition de loi, à savoir cette nécessité de retirer les déchets qui sont encore aujourd'hui présents à Moruroa. Je sais que c'est une gageure technique, mais je pense que c'est justement un pari intéressant pour la France que de se positionner comme acteur industriel capable de faire ce type de dépollution, parce qu'il y a d'autres sites dans le monde, d'anciens sites d'expérimentation qui seront confrontés au même problème, et actuellement il n'y a pas de leader au plan mondial sur ces technologies-là. Donc je pense que c'est une opération win-win et je continuerai de faire du lobbying dans ce sens au plus haut de l'État. Merci Moetai Broderson d'avoir répondu à nos questions. Voilà, Cybèle Pichard, ce que l'on peut dire ce soir sur la fin de cette tournée parisienne du président Moetai Broderson, sa première tournée en tant que président de la Polynésie française. Et merci beaucoup Lucille. Notre capitale à nous, Papeete, a mis en place son village éco-citoyen dans les jardins de Pao'owhai. Le grand public est attendu demain. Hier et aujourd'hui, ce sont les établissements scolaires de la ville de Papeete qui ont été conviés. Une douzaine d'ateliers ludiques et informatifs ont été proposés aux 400 élèves. Kaline Liénard et Rohan Potoru. Ça sent bon la banane. C'est vert mais ça sent la banane, c'est normal puisque ce smoothie contient un fruit et un légume, du choukanak. C'est la technique infaillible pour faire manger des légumes verts aux enfants. On a mis une feuille comestible et des bananes. C'est quoi comme feuille comestible? Ça pousse dans tous les jardins? Oui. Et est-ce que c'est bon, Veimihi, ce smoothie alors? Oui, c'est très bon. Est-ce que tu as trouvé ça facile à faire, Mila? Oui. Est-ce que tu le reproduirais à la maison? Oui. Et pour concocter un smoothie sans électricité, on se rend à l'atelier low-tech avec ce vélo équipé d'un blender. Après tout ce sucre, place à l'hygiène dentaire. Un dentifrice fait maison avec seulement 3 ingrédients, de l'argile, de l'huile de coco et quelques gouttes d'huile essentielle de menthe ou de citron. On a appris que certains dentifrices composaient d'éléments chimiques et on a appris à fabriquer des dentifrice local avec à partir de produits locaux. Donc on parle du dentifrice industriel, de ces problèmes de déchets et de transport aussi, puisqu'il n'est pas fabriqué localement. Et on en profite aussi pour parler des polluants chimiques qu'on va retrouver dans ces pâtes dentifrice industrielles et qui sont nocives aussi malheureusement pour leur santé. Fabriquer son compost, une autre façon de réduire ses déchets et de faire des économies grâce au potager. Des gestes simples à adopter pour préserver l'environnement. Et pour apprendre toutes ces astuces, vous avez jusqu'à demain samedi 14h pour faire un tour au village éco-citoyen. Je vous le disais en titre, la Fédération Générale du Commerce a déposé un recours en annulation devant le tribunal administratif de Papeete. L'arrêté attaqué fixe notamment la liste des 59 ppn, les produits de première nécessité. Pour la FGC, certains produits comme le sucre, le rhum steak ou le thon rouge ne doivent pas figurer sur cette liste. Les détails avec James O et Laura Chintou.
Depuis le 1er avril dernier, le thon rouge, l'entrecôte congelée ou encore la viande de porc locale sont classés produits de première nécessité. Une décision de l'ancien gouvernement prise par arrêté ministériel. Pour le gérant de ce libre-service, ces produits n'ont pas leur place sur la liste des PPN. Aujourd'hui, nous avons une grande liste de PPN qui n'est plus, je dirais, d'actualité. Je pense que c'est un système qui doit changer aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut supprimer tous les PPN, mais il y en a beaucoup qui devraient être vus. Supprimer les PPN, c'est pourtant ce que préconise l'autorité polynésienne de la concurrence, comme le rappelle l'ancien ministre de l'économie et des finances, Nui Haulori. En effet, dans un rapport de 2019, paragraphe 260, page 70, l'APC souligne que les risques d'atteinte à la concurrence résultant de la réglementation des PPN conduisent l'autorité à recommander la suppression de ce dispositif. Aujourd'hui, les PPN, quand vous contrôlez les marges, le commerçant est obligé de compenser par la hausse des prix sur d'autres rayons et concourt à maintenir l'inflation. Par ailleurs, la FGC regrette l'absence de concertation sur ce sujet. Pour se faire entendre, elle a engagé la semaine dernière une bataille juridique devant le tribunal administratif de Papeete. Aujourd'hui, une définition des PPN qui n'existait pas auparavant. Donc les produits de première nécessité sont définis par la loi du pays qui vient nous dire, c'est un nouvel article du Code de la concurrence, que ce sont les produits nécessaires à la vie quotidienne. Et on va simplement, avec cette définition, vérifier produit par produit si le produit correspond à cette définition, tout simplement. Donc le bœuf, l'entrecôte de bœuf est-elle nécessaire à la vie de tous les jours? Je pense que la réponse est assez évidente que c'est non. Contacté par notre rédaction, le nouveau ministre de l'économie, du budget et des finances n'a pas souhaité réagir, indiquant qu'il doit rencontrer les principaux acteurs de ce dossier d'ici 15 jours. Et bonsoir Yvan Odona, merci d'être là. Vous présidez l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Vous êtes aussi directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer qui nous concerne directement. Dites-nous tout d'abord ce que vous pensez de ce recours des commerçants. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de voir? D'abord, Yaonara, la question n'est pas simple. Vous savez, ce type de dispositif où on demande aux commerçants, aux différentes parties prenantes de la chaîne de commerce de se réunir et de se mettre d'accord sur des niveaux de prix acceptables par la population est une pratique qu'on rencontre dans tous les Outre-mer et même et là, au plan national, le ministre de l'économie vient justement demander aussi un effort de la part des commerçants. Absolument. Ça prend des appellations différentes. Du côté IEDOM, on appelle ça bouclier qualité-prix, mais la finalité est la même. Le constat qu'on fait, c'est sur la situation d'inflation extrêmement forte et brutale qu'on connaît aujourd'hui, pas simplement dans les Outre-mer, mais au plan mondial, c'est qu'une composante importante de cette inflation, c'est la hausse très forte des prix alimentaires. En Polynésie, par exemple, sur le dernier résultat qu'on connaisse à fin avril, sur 4,5% d'inflation, vous avez une bonne partie qui s'explique par les prix alimentaires. La composante prix alimentaire, à elle seule, progresse de près de 10%. Donc c'est un sujet extrêmement sérieux dans une affaire où chacun doit prendre sa part, évidemment. Vous préconisez du coup l'autonomie alimentaire? Alors, l'autonomie alimentaire, c'est un élément de la réponse, mais ça n'est pas en soi une réponse de court terme, c'est un objectif pour le moyen terme. Le contexte plus global, c'est la problématique de la vie chère, le constat qu'on a en termes de niveau de prix des écarts extrêmement importants entre les Outre-mer et l'Hexagone, avec des variations qui sont assez nettes entre les territoires, et en particulier dans le Pacifique, en Polynésie, ces écarts sont assez élevés. Enfin, dans la dernière estimation qui est assez ancienne, qui a été faite, on a quelque chose comme 30% d'écart. Et donc, c'est un sujet qui est d'ordre structurel. Il y a une réponse de court terme qui est que pour contenir l'impact de la hausse des prix sur le budget des ménages, il est important que des accords de modération, c'est ce que ça signifie, entre les commerçants et les représentants des ménages et les autorités, un accord soit établi.
il y a quand même quelques risques qui ont été signalés dans le reportage, c'est que ce type de dispositif, s'il dure trop longtemps, produit des effets pervers. Donc, en fait, quand vous sortez du dispositif, vous avez ce qu'on appelle des mécanismes de rattrapage. Donc, la réponse, elle ne peut pas venir que de cela. Est-ce que vous serez force de proposition avec le nouveau gouvernement s'il propose des dispositifs à vocation sociale? Alors, il se trouve que lors de mon séjour, j'ai rencontré le nouveau ministre des Finances. Nous avons un peu échangé sur le rôle respectif de l'IEOM et du gouvernement. Le ministre des Finances siège au conseil de surveillance de l'IEOM et donc partie prenante des décisions que nous prenons en matière de politique monétaire. Donc il est important que nous ayons une compréhension commune de la situation et des moyens d'y faire face, et c'est ce que nous ferons. Le taux de pauvreté en Polynésie, et là encore les chiffres sont assez impressionnants, au moins 55% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Comment faire face? Alors, évidemment, là, vous mettez le doigt sur une des difficultés, des défis structurels auxquels la Polynésie est confrontée. On peut mesurer ça de différentes façons. Vous avez parlé du taux de pauvreté. On peut faire le constat qu'en moyenne, le revenu par tête d'habitant est sensiblement plus faible que dans l'Hexagone. Vous avez aussi un modèle de développement qui est beaucoup trop dépendant des dépenses de transfert, qui est beaucoup trop dépendant des recettes touristiques. La réponse, elle ne peut être qu'une réponse de long terme. Vous proposez des solutions, en tout cas, pour les familles en difficulté avec la fameuse commission de surendettement. C'est toujours d'actualité, 2,5 millions par famille d'endettement en moyenne. La réponse, nous l'apportons tous les jours. Nous avons dans nos équipes, ici à Papeete et dans toutes les agences que nous gérons outre-mer, des unités qui traitent directement de ces questions de surendettement, répondent aux questions et aux attentes des personnes qui se retrouvent en difficulté, traitent les dossiers de surendettement, tiennent le secrétariat des commissions de surendettement. On apporte donc une réponse et une aide et un soutien, une écoute à ces personnes. Alors là, ça c'est la réaction de soutien. Évidemment, ça n'est pas la réponse, ça n'est pas le traitement de fond. Le traitement de fond, c'est forcément le résultat d'une stratégie, d'une réflexion en faveur du développement des Outre-mer, et c'est un aspect sur lequel nous travaillons en lien avec les autorités à Paris, le ministère d'Outre-mer, le ministère des Finances. À la fin du mois ou début du mois de juillet, je présenterai au ministre de l'Outre-mer et au ministre des Finances un diagnostic et des propositions en la matière pour aller vers des solutions durables. Absolument. Un grand merci, Yvan Odona, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Mauro. En bref, si vous êtes un abonné Vini, vous avez peut-être rencontré des problèmes ce matin. La société de téléphonie mobile confirme dans un communiqué que des dysfonctionnements de leur réseau ont engendré des perturbations du service d'appel sur l'ensemble des archipels. Le problème a été réglé à 13h. Un nouveau venu dans le transport inter-îles vers les Raromat-Ei, le deuxième navire de la société SNP, effectue sa première rotation cette semaine. Il a touché le quai de Raiatea hier matin aux aurores avec 1000 tonnes de fret à bord. Porte latérale, double grue, élévateur pivotant, pont roulant. Les habitants ont pu observer la rapidité d'exécution de livraison des marchandises. Le capitaine Antonio Ikai a convoyé le bateau depuis la Hollande. Construit en 2007, le navire fait 86 mètres de long et 13 mètres de large. Moins de poissons en ce troisième jour du championnat de Tahiti de pêche au gros, mais en revanche de plus grosses prises. Philippe Sioux a ramené un espadon de 193 kg. Pour la petite histoire, il l'a offert au père Auguste pour les JMJ. Le bateau Tate 3 a rapporté un autre espadon de 62 kg, celui que vous voyez à l'image. Et le Méhari d'Olivier Domingo en a ramené 2 autres. Un seul thon en revanche, un poisson de 62 kg attrapé par un équipage calédonien venu exprès pour le concours. 9 mahi-mahi et un tazar ont également été pêchés. Philippe Sioux empoche 600 000 francs aujourd'hui pour son haoula. En tête du classement provisoire, le bateau Temomono avec 730 points. Le gagnant sera connu demain soir. Écoutez la réaction de l'un des pêcheurs au micro de Mahana Tepa et Patita Savia. La mordu à côté le bateau, c'est mon copain qui a rebobiné le boulinet. Ah ouais, il n'a pas eu trop de mal. Et donc, pour vous, est-ce que ça a été la seule belle prise que vous avez eue durant ces oui, ce haoula.
durant ces 3 jours et à Nombo. Est-ce que vous êtes satisfait quand même de votre piste? Ben, c'est mieux que rien. Après les épreuves à Moorea, le deuxième volet de la Te Aito débute sur le site de Papeari avec les courses entreprises et Paravaa ce matin. Mais au-delà du sport, le nouveau concept de la Te Aito prend forme. L'événement va au-delà de la simple course de pirogue. Mais Réini Gamblin et Patita Savea ont assisté à un véritable festival culturel. La Te Aito Tahiti, ce n'est pas que dans l'eau. Les rudiments du VA, c'est d'abord l'adaptation, l'humilité et le vivre ensemble. Les athlètes de la délégation de Bora sont arrivés ce matin et ils prennent place sur leur lit de fortune mis gracieusement à disposition par la salle paroissiale de Papeari. Comme on entend billets gratuits, logement gratuit, mais sinon on a l'habitude de payer à chaque course qu'on vient à Tahiti. L'idée c'est de faire découvrir aussi à nos jeunes ce nouveau concept au niveau du VA et en espérant que ça va les motiver pour les années à venir. Un nouveau concept, convivial et ouvert sur le monde. Près de 200 athlètes des îles et 200 autres venus de pays étrangers vont se rassembler jusqu'à dimanche au Mutu Ovini. 15 drapeaux ornent d'ailleurs le site pour symboliser cette rencontre internationale. J'adore le VA. J'avais vraiment hâte de refaire la Te Aito. C'est ma 4e participation. Après 35 années d'histoire, la Te Aito prend la forme d'une manifestation culturelle. Les stands de nourriture sont installés et les artisanes sont là avec leurs créations, heureuses d'accueillir les étrangers sur ce site pour la première fois grâce au VA. Nous, ça nous arrange et puis on apprécie ce moment-là parce qu'il y a des étrangers. Et comme ici, c'est une grande course Te Aito, qu'il y a des étrangers qui viennent pour la rame, ben c'est un moyen pour nous de venir vendre nos produits. Je vends que des nems locaux, aux saveurs locales, c'est-à-dire poulet taro, pois ourou, tu as du parwa curry, des légumes aussi et tofu. Et à côté du sucré, des gâteaux. Ananas, bananes, toujours avec des produits locaux. Une manière de faire rayonner la Polynésie à travers le sport. La Te Aito à Papeari, c'est jusqu'à dimanche avec un concert de Pépéna prévu ce soir et demain soir. Et puis, dernière répétition pour l'élection de Miss Dragon. Les 8 candidates s'entraînent une dernière fois pour le grand jour. Le rendez-vous est prévu demain dans les jardins de la mairie de Papeete à partir de 18h30. Les jeunes femmes répètent leur talent show, du chant, de la danse. Chaque candidate a choisi un thème et une héroïne qu'elle incarnera sur scène. L'information principale de cette édition, c'est le retour des champions Wahine Fierro et Kaoli Vast au lendemain de leur sélection au JO. Nos 2 surfeurs vont pouvoir souffler quelques semaines avant de reprendre leur préparation olympique. Ce soir, 2 rendez-vous sur la première, la série Les Misérables, puis le match de football féminin commenté par Hervé Marzin et Stéphane Ratino, l'AS Académie féminine de Calédonie contre Koloale FC des îles Salomon. Voilà pour les informations de ce vendredi 9 juin. Les premières infos vous seront présentées par Tita Wadoum et David Chang sur Polynésie la première radio demain matin. Et puis demain soir, vous aurez le plaisir de retrouver Stéphane Ratino à cette même place. Passez une excellente soirée et un très bon week-end sur la première. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.